l'enregistrement. Hop, c'est parti. Ah, on a compris. Bonjour. Oui, ben donc on est très heureux d'accueillir aujourd'hui dans le cadre des Midi à deux des architectes conseils de l'État, Gérard Lancelot qui va, comme vous le savez, nous faire un exposé sur le travail qu'il a mené dans le cadre du PLU bioclimatique de Paris. Pour lequel lui et le paysagiste conseil de la DRIAT, unité de Paris, ont émis un avis et sur la note d'enjeu qui a été diffusé. Et puis, ce sera l'occasion d'aborder un certain nombre de questions qui, je pense, nous intéressent tous concernant justement l'établissement, la rédaction de ce nouveau PLU, en particulier sur ce qui concerne son évolution par rapport au PLU actuel, sur le rapport entre les nouveaux équilibres qui sont recherchés concernant le rapport logement et activité, et puis la question évidemment des constructions neuves, de l'espace public, du paysage, en relation avec l'atlas du paysage qui est actuellement en cours. Puis ce sera l'occasion, je pense, aussi pour lui de nous exposer quels sont les OAP thématiques et sectorielles qui sont envisagées, et puis la question des externalités positives. Voilà, je vais lui laisser la parole. Je pense, Gérard, si tu veux peut-être commencer à partager ton écran. Bonjour à tous, merci. Alors, peut-être avant de commencer, je vais peut-être vous rappeler un tout petit peu la mission d'Architecte Conseil à Paris, parce que curieusement, Paris a été, pendant toute la durée, la longue existence de l'Architecte Conseil, il n'y avait pas d'Architecte Conseil dans le département de la Seine, enfin dans le département de Paris, considérant sans doute que euh, Paris disposait déjà d'outils de qualité pour maîtriser son urbanisme, que en fait le pouvoir de l'État était très proche aussi de Paris. Enfin bref, historiquement, il n'y avait pas d'architecte conseil à Paris. Et en fait, on a créé cette mission il y a 7 ou 8 ans, dont le principal objectif était le foncier public de l'État, parce que vous savez que l'État possède dans Paris plus de 300 propriétés. Alors, il y a là-dedans des ministères, des gares, des ensembles très importants, et puis des petits immeubles entre deux mitoyens. Et en gros, la ville de Paris a pastillé tous ces biens de l'État avec des emplacements réservés pour y faire de grands projets. Vous avez vu, par exemple, récemment l'équerre d'argent avec l'îlot Saint-Germain, qui est l'ancien ministère de la Défense, et bien d'autres sujets comme ça. Et en fait, la mission a beaucoup évolué avec d'autres sujets comme l'urbanisme commercial, c'est les fameuses CDAC, le foncier public, bien évidemment, l'hébergement d'urgence, qui est un gros sujet. Et donc, il y a une DDT en quelque sorte dans Paris, qui est l'UD 75, qui dépend de la DRIEAT. Voilà. Et les relations avec l'administration sont exceptionnellement positives, sachant que la difficulté, c'est plutôt les relations avec la ville de Paris, on va en parler, qui sont aussi positives mais complexes, parce que Paris a pris l'habitude maintenant de maîtriser ses sujets d'urbanisme et n'est pas forcément apte à dialoguer facilement dans la mesure où il y a en face, si vous voulez, une situation un peu particulière. Il ne faut pas oublier que c'est un département qui fait 9 km sur 8. Il y a 8 architectes des bâtiments de France et la mairie de Paris dispose de la PUR et de développement urbain avec plus de 800 collaborateurs. Donc, c'est un rouleau compresseur de qualité et de programmation dans Paris. Alors, je vais présenter un petit peu le travail. euh,
Euh, le, dé- le- le partage d'écran est désactivé. Ah, Normalement, non, tu peux partager. C'est ouvert. Moi, j'ai l'animateur à désactiver le partage Ah d'écran bon? par les participants. D'accord. Alors attends, je vais voir ça. Alors c'est bizarre. verra. Alors, en attendant que le partage d'écran soit fonctionnel, Désolée, parce que normalement pour moi il est ouvert, donc je comprends pas. Ouais. Ah, est-ce que maintenant ça mon marche mieux? côté. oui, en Ok, super. effet, Super. voilà, tout va bien. Merci. Alors, quelques grandes étapes. Je rappelle d'abord que l'État donc euh, donne un avis à deux niveaux sur un PLU et le chantier du PLU de la ville de Paris remonte à 2021. On était en plein Covid. Et donc, on a travaillé d'abord sur la note d'enjeu. Alors, j'imagine que beaucoup d'architectes conseils font ça dans leurs différentes DT. Euh, la ville a déjà rédigé quasiment l'essentiel du corpus du PLU, du nouveau PLU. Pour info, c'est 3000 pages et une quantité de planches énorme. Et on a donc étudié ce document avec d'autres administrations, notamment la MRPIE. Alors, cet acronyme, la MRPIE, c'est la mission de réalisation du foncier public de l'État, domaine et Bercy. Et puis, évidemment, les bâtiments de France aussi, l'UDAP de Paris, avec notamment son chef de service, Frédéric Masviel. Ça a donné lieu à un premier document qui est la note d'enjeu, dans lequel, en gros, on dit, voilà, est-ce que les grandes orientations du PLU parisien vont dans le sens des grandes politiques publiques, transition écologique, les risques, la Seine, les transports, etc., etc., la relation avec la métropole et le reste du territoire. Et puis, la ville en a tenu compte, en tout cas d'une partie, a continué sa rédaction et on a reçu en juin dernier le document finalisé avec ses OAP, avec l'ensemble des documents. Euh, je précise que c'est en open source, hein, vous pouvez tout à fait le télécharger en allant sur le site de la ville de Paris, vous avez l'ensemble des documents qui sont accessibles. La ville de Paris est très transparente sur ces documents d'urbanisme, tout est vraiment accessible, vous pouvez télécharger les planches, les analyses, les rapports de justification, les PADD et l'ensemble des documents. Et donc, on a très rapidement rédigé un avis définitif, en somme, qui est l'avis de l'État. Alors, je vais vous en faire grâce parce que c'est tout l'objet de la présentation d'aujourd'hui. En gros, le préfet introduit cet avis de l'État en disant une chose que je trouve assez intéressante. Il dit, au fond, toutes les grandes mesures un peu nouvelles que vous allez prendre face au dérèglement climatique, face aux nouvelles règles d'urbanisme, n'oubliez pas qu'il faudra les tester et qu'un document d'urbanisme, même s'il est fait pour du temps long, il est quand même révisable à nouveau. C'est-à-dire qu'au fond, il faut se donner la possibilité d'intervenir en aval pour corriger les effets non maîtrisés de ce document d'urbanisme. Alors, quels sont les grands sujets qui nous préoccupent et qui interpellent le document d'urbanisme et les grandes politiques publiques de l'État? D'abord, on s'est posé la question de la bonne échelle d'un document d'urbanisme à Paris. Est-ce qu'au fond, un PLU intercommunal n'aurait pas été une meilleure solution? Est-ce que le périphérique fabrique une ceinture suffisamment étanche pour qu'on ne réfléchisse pas à un urbanisme plus élargi? La question de savoir si on faisait un PLU métropolitain s'est posée. Elle a été rejetée. Le deuxième sujet, c'est la question de l'équilibre habitat-emploi, du logement libre et du logement social. Vous savez que Paris perd entre 13 et 15 000 habitants par an, euh, et ce qui est un vrai souci. C'est que la question du logement à Paris est une question cruciale. Et est-ce que ce PLU tend vers de nouveaux équilibres en matière de logement et notamment
par rapport à la construction tertiaire. Le paradoxe, c'est que alors que la construction tertiaire devait diminuer face au télétravail, face, je dirais, au partage de locaux, au flex-office, à toutes ces nouvelles tendances, eh bien, en fait, la construction tertiaire à Paris n'a jamais été aussi sous pression. Et aujourd'hui, même le Grand Paris Express, en fait, crée un phénomène inverse à celui qu'on pouvait imaginer, c'est un retour vers Paris de la demande en tertiaire, ce qui est très préoccupant par rapport à la question de l'équilibre et des mobilités quotidiennes et du logement. La troisième question qu'on va aborder, qu'on a beaucoup abordé notamment avec nos amis architectes des bâtiments de France, c'est est-ce que ces objectifs bioclimatiques et réglementaires sont applicables à une ville aussi constituée que Paris? Parce qu'au fond, un PLU, c'est souvent fait pour construire et pas tellement pour transformer. Et donc, face à une ville aussi constituée que Paris, est-ce que le PLU, comment est-il opérant sur le déjà là, sur la ville constituée? La quatrième question, tout ça c'est la vie de l'État, bien évidemment, hein. Quelle densité acceptable? Comment la ville révise la question de la densité et dans ses règles? Une cinquième question qu'on verra en fin de présentation, c'est les fameuses externalités positives, c'est-à-dire qu'en fait, on sort de super score à la construction. Les COP sectorielles, est-ce qu'elles sont des éléments de cartographie ou est-ce qu'elles font partie? Et puis, bien évidemment, ça nous concerne un peu moins, mais quand même, la question du devenir du patrimoine immobilier de l'État et du foncier. Alors, la première question, et la question centrale, qui est effectivement la question du logement. Alors, vous savez que la ville de Paris oscille toujours entre une vision inclusive du logement et en même temps une ville euh, attractive, productive et solidaire. Et en fait, on sait qu'on a un grand déficit en logement dans Paris. Alors, paradoxalement d'ailleurs, pas tant sur le logement social. C'est-à-dire qu'en fait, Paris atteint 22,5% de LLS, enfin de logement social locatif dans Paris, ce qui est très proche des objectifs CRU. Par contre, ils sont très inégalement répartis. Si vous regardez cette carte, vous voyez qu'en noir, plus vous allez vers le foncé, plus la proportion de logements sociaux est importante. Donc, vous avez effectivement la ceinture des maréchaux avec tout le patrimoine HBM qu'on voit apparaître en noir. Et puis, les grandes ZAC, vous avez ici, ici au nord-ouest, vous avez le secteur de Clichy-Batignolles où on a construit pas mal de logements sociaux, tout le secteur de Belleville, Place des Fêtes, ici, tout le secteur d'Italie en bas, et les grandes ZAC autour de Montparnasse, Vercingétorix, etc., qui sont ici. Et globalement, tout l'Ouest qui, effectivement, est très, très largement sous-représenté en matière de logement et de logement social. Alors, Paola Vigano, qui traite actuellement de l'Atlas, dit une chose, c'est qu'elle dit assez juste, qui dit au fond, la mixité sociale, c'est pas faire d'un côté du LLS très social et de l'autre côté du secteur libre à 13 000 euros du mètre carré, c'est retrouver plutôt des échelons intermédiaires de logements abordables. Et la ville de Paris s'est lancée dans ce travail de reconquête du logement parce que l'enjeu est énorme, hein. Aujourd'hui, les classes moyennes quittent la ville, notamment les familles. Ce n'est pas qu'un problème de prix au mètre carré, c'est aussi un problème de typologie de logement. Enfin bref, il y a une furieuse nécessité de rétablir du logement dans Paris, puisque en gros, dans les migrations quotidiennes, c'est 3 pour 1, c'est-à-dire c'est 3 déplacements liés au tertiaire par rapport à un déplacement lié au logement. Donc ça crée des problèmes de mobilité, ça fait des problèmes d'équilibre. Et si vous y ajoutez le surtourisme, Airbnb et les logements de société, ce qu'on appelle les lits froids, hein, c'est-à-dire des lits qui ne sont pas occupés, on a une baisse tendancielle de plus en plus inquiétante du logement et notamment du logement abordable dans Paris. Alors, la ville a fait un travail assez important. En haut à gauche, vous avez le fameux îlot Saint-Germain qui vient de recevoir les cartes d'argent.
Et à droite, vous avez un élément de la cartographie. Alors, j'ai pris un petit morceau parce que si la cartographie complète devient illisible. Vous avez en bleu les secteurs qui sont dits d'équilibre en logement, c'est-à-dire au fond, où il y a beaucoup de logements sociaux déjà. En rose un peu plus foncé, ce sont les secteurs en déficit de logement. Et en rose beaucoup plus foncé, c'est les zones d'hyperdéficit. Et dans ces zones de déficit et d'hyperdéficit, la ville va installer un certain nombre de règles, parcelle par parcelle, terrain par terrain, qui va obliger les maîtres d'ouvrage éventuels à réaliser du logement et non pas des secteurs d'activité. C'est des règles assez complexes que je vais vous expliquer ensuite. De la même façon, je l'ai mis un peu en dessous parce que c'est lié la protection aussi des aménités urbaines, c'est-à-dire notamment du commerce et de l'artisanat. Vous avez sur le même élément de cartographie les axes sur lesquels la ville fait des efforts pour conserver les rez-de-chaussée actifs et commerciaux, lutter notamment contre les dark stores, qui sont ces entrepôts de livraison aveugle dans les rez-de-chaussée. Et ça va avoir une conséquence assez forte sur la programmation dans le PLU, c'est-à-dire notamment comment fabriquons-nous des rez-de-chaussée actifs dans les opérations d'urbanisme. Alors, sur cette question du volet logement, ça se traduit dans la règle et ça se traduit bien évidemment dans les OAP, mais les points positifs sont, en gros, l'indication, vous avez un élément graphique. Alors, le problème, c'est que vous avez 15 à 20 cartographies annexes dans lesquelles il faut aller se chercher les informations, bien évidemment, planche par planche, quand vous travaillez sur un site ou un terrain. En gros, la ville a identifié donc ces secteurs de fort déficit dans un équilibre de surface plancher, habitat, plancher, activité. Elle a fléché 600 emplacements réservés pour la réalisation du logement. C'est la planche que vous avez à gauche, c'est un extrait de plan. Vous voyez, où il y a un certain nombre de terrains qui sont pastillés et il y en a comme ça 600 dans Paris, ce qui est quand même assez énorme. Alors, ce sont des terrains qui sont soit des terrains vacants, soit des terrains qui appartiennent à l'État, beaucoup. Charité bien ordonnée commence par soi-même, donc voilà, des terrains de l'État, des immeubles qui sont en dégradé ou en mauvais état et qui sont fléchés avec un taux de pourcentage logement social. Alors, vous avez par exemple là-haut, cette parcelle, elle est à 100% LLS, celle-ci est à 100 plus 60%, voilà, un certain nombre de... Donc, ça ne veut pas dire que demain, le propriétaire de cet immeuble aura une opération de logement social. Ça veut dire que s'il y a une mutation, et cette mutation peut être très lointaine, il n'y a pas préemption, il n'y a pas expropriation, s'il y a mutation, alors, et démolition reconstruction, alors on y fera du logement social. Donc, ce n'est pas, je dirais, un outil qui est immédiatement opérationnel, c'est un fléchage. La deuxième mesure en faveur du logement, et là, elle est extrêmement importante. Alors, c'est assez technique, hein, SPH sur SPE, c'est que tout immeuble, dans les secteurs en fort déficit, tout immeuble dont la destination initiale était de l'habitat, doit rester de l'habitat. C'est-à-dire que si la SPH, société, surface de plancher habitat, si une opération d'urbanisme se réalise sur cette parcelle, on doit recréer au moins autant d'habitat qu'il y en avait avant. Et dans les secteurs en fort déficit, la SPE, c'est-à-dire la surface de plancher économique ou d'activité, dès lors que l'opération dépasse 4500 m² de plancher, soit doit devenir de l'habitat, soit comporter au moins 10% de surface d'habitat. Alors ça, c'est une règle qui a fait l'objet de beaucoup de débats parce que elle introduit dans une opération tertiaire, par exemple, 10% de surface liée au logement. Et beaucoup de maîtres d'ouvrage, de promoteurs, sont déjà interpellés la ville de Paris en disant, mais nous, comment on fait sur 4500 m², si on fait 10% de logement, ça veut dire qu'on fait 450 m² de logement, ça fait 6 ou 7 logements, il faut créer des circulations verticales indépendantes pour distribuer les logements, on mélange ça avec de l'ERP, c'est extrêmement compliqué, c'est pas crédible, etc., etc. Donc il y a un gros débat
actuellement, notamment des promoteurs privés qui s'inquiètent sur le fait que, d'abord, c'est très difficile en France d'avoir des maîtres d'ouvrage qui font à la fois du tertiaire et du logement, mais quand on en trouve, il faut que ces logements aient une masse critique relativement importante pour qu'on puisse avoir un équilibre logement activité et que l'introduction de 10% de surface de logement soit crédible dans une opération immobilière. Et puis nous, on s'est interrogé aussi sur le fait que, puisqu'il y a des secteurs en grand déséquilibre, est-ce qu'au fond, il n'aurait pas fallu aller plus loin, c'est-à-dire dire au fond, bah, dans un certain nombre de quartiers, au-delà du fait que si ce n'était pas du logement, ça doit rester du logement, bah, que les immeubles tertiaires ou d'activité économique soient carrément interdits au profit du logement. Ça c'est une mesure qui paraît extrêmement difficile à prendre, mais l'enjeu est important parce qu'encore une fois, je rappelle que Paris perd quand même 15 000 habitants par an. Alors, beaucoup d'autres éléments de cartographie rapidement sur la question de renforcement du végétal et des continuités écologiques. Il y a énormément de sujets là-dessus, on va y revenir dans le détail. Euh, la ville a introduit par exemple des notions de continuité écologique, alors avec les alignements ou aussi avec des jardins. Par exemple, moi je suis allé voir pourquoi cet axe-là, cet axe qui va en gros de la Trémie, de la gare Montparnasse jusqu'à Falguière. En fait, c'est un quartier qui a été refait dans les années 70 où il y a effectivement des continuités de jardins à rez-de-chaussée. C'est des reculs d'alignement en fait plantés et la ville a fléché comme ça un certain nombre d'axes. Vous avez ici notamment ce qui longe le jardin Citroën ou bien la Zago Girard pour essayer de maintenir et de consolider les armatures végétales. La rue Saint-Amand dont je parlais, c'est cette rue qui est ici, vous voyez en photo. Euh, la ville a baptisé ça couloir de biodiversité. Alors, le projet de PLU donc a en gros 7 OAP thématiques dans lesquelles je vais rentrer. La première, c'est la biodiversité, adaptation au changement climatique. La deuxième concerne l'héritage de transformation réhabilitation. C'est tout ce qui touche aux règles de réhabilitation et de transformation de l'existant. Et à Paris, c'est presque majeur par rapport aux règles de construction neuve. La quatrième OAP, c'est le quartier du quart d'heure. Donc là, c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire comment faire en sorte que on lutte contre le surtourisme, on conserve les aménités de vie quotidienne, culture, sport et commerce. Par exemple, dans l'OAP, enfin dans la règle de protection du secteur de logement en fort déficit, les cinémas sont autorisés. C'est-à-dire qu'on considère que ce n'est pas de l'activité commerciale et économique, mais que c'est une activité culturelle qui a besoin d'être soutenue au même titre que le logement, et que ça fait partie finalement des établissements de soutien à d'activité économique au logement. Les OEP sur l'espace public, les liens métropolitains, c'est la relation à l'extérieur de Paris, et la santé publique et environnementale, c'est en gros une OAP qui est transversale sur l'ensemble des critères qui sont au-dessus. Alors, sur l'OAP biodiversité, je ne sais pas si Claire Alliot nous a rejoint. Claire Alliot, c'est la paysagiste conseil qui travaille avec nous et l'unité départementale de Paris et qui pourra peut-être vous dire un petit mot si elle nous rejoint. Euh, En fait, la ville souhaite densifier et développer la trame verte et bleue, bien sûr, c'est-à-dire la Seine, les canaux et la mise en valeur notamment du site UNESCO le long de la Seine. La trame verte, c'est effectivement les grands axes paysagers qui relient les grands jardins publics parisiens. Et la trame brune, c'est essayer de développer au maximum des espaces de terre et de terre fertile dans les rez-de-chaussée, parce que la question, bien évidemment, de la végétalisation de l'espace public a fait débat. Elle fait débat à la fois sur la question patrimoniale, c'est-à-dire que vous avez vu certains projets de forêt urbaine dans des espaces publics patrimoniaux parisiens qui ont fait énormément de débats, voire même d'abandon, puisque
Le projet de place de forêt urbaine derrière l'Opéra a été abandonné. Le projet place de l'Hôtel de Ville a aussi été abandonné pour des raisons techniques parce qu'on est sur une dalle de parking. Mais la question principalement de l'abandon, c'est une question purement technique qui est que le sous-sol parisien est extrêmement encombré. Il est encombré de réseaux, il est encombré de métro, il est encombré de tranchées, il est encombré de sous-sol. Et la strate arborée et la plantation, qu'il s'agisse des grands espaces publics, alors là, la question patrimoniale s'est posée, notamment le projet qui a été très, très, très critiqué de plantation de la place de la Concorde, mais aussi simplement dans les axes de rue. Des vignes, le paysagiste a démontré que tout un travail qu'il fait sur les quais, on s'aperçoit qu'en fait, les espaces de pleine terre sont extrêmement contraints. Et donc, la ville souhaite développer ça. On est là, à l'échelle d'une OAP, on n'est pas dans la règle. De la même façon, et ça, c'est couplé avec vous allez voir les nouvelles règles de constructibilité, libérer au maximum, désimperméabiliser au maximum les surfaces, notamment dans les cœurs d'îlots. Donc, effectivement, permettre l'infiltration. Là où les sous-sols ne sont pas encore colonisés, il y a eu tout un débat, si vous vous souvenez, sur le cinéma de la Pagode, où effectivement, la construction en sous-sol sous un espace boisé classé supprimait l'espace de pleine terre. Et donc, laisser les constructions, notamment au-delà de la bande principale de constructibilité, avec un maximum d'espace libre au sol. La seconde OAP, biodiversité et adaptation, là, vous verrez, fait l'objet d'un certain nombre de critiques, c'est-à-dire la végétalisation des constructions. La ville soutient beaucoup ce mouvement, à la fois sur les façades, les toitures, mais aussi sur ce qu'ils appellent la micro-végétation. Nous, on est un petit peu plus réservé au niveau de l'État sur ces questions, notamment la végétation sous perfusion et la végétation artificielle sur les balcons. Et on pense que là, il y a quand même un débat, voilà, et notamment la question d'ensemble urbain. Parce qu'au fond, la question du pixel ou la question des ensembles, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une façade végétalisée dans un ensemble qui ne l'est pas. Et donc, la ville ramène sans arrêt le sujet sur la question de la cohérence de la séquence urbaine. Là, vous avez à gauche, c'est un immeuble qui se trouve avenue Paul Doumer, qui tout d'un coup paraît comme une espèce de pixel vert dans une architecture de pierre, et ça pose quand même une vraie question de cohérence de la séquence. Alors, à propos de pixels, la question de la construction neuve et notamment de l'architecture bioclimatique et contextuelle fait débat. Au fond, Lapure disait, lorsqu'une construction isolée, quelle que soit son expressivité architecturale, on n'a pas pensé notamment à l'immeuble de Sanaa sur la Samaritaine, au fond, l'immeuble de Sanaa, quand vous le regardez bien, il est dans les panages, il est à l'alignement, il n'a pas le même langage, il n'a pas le même vocabulaire, mais au fond, à lui seul, il ne perturbe pas la séquence urbaine, au fond. L'immeuble entre deux mitoyens, quelle que soit son expressivité, ne modifie que pratiquement pas la séquence urbaine dans laquelle il s'installe. Ce n'est pas le cas à une échelle plus grande, à l'échelle de l'îlot, comme des ZAC, je pense à Zac-Vaugirard ou d'autres. Et c'est encore moins le cas lors de la création d'un nouveau quartier, Clichy-Batignolles, par exemple. Donc, est-ce que les règles, au fond, et comment installer la règle sur la construction neuve? Est-ce que c'est au cas par cas? La ville est partie. Alors, voilà un petit panorama des réalisations récentes de l'ancien PLU, avec notamment les vélums à 50 mètres et à 180 mètres, avec la disparition du mitoyen, et ce qui fait dire à certains, au fond, que l'éclectisme architectural revient finalement à lisser et avoir finalement une image assez banalisée. Au fond, plus elle est éclectique et plus elle est banale. C'est tout un débat sur l'image architecturale. Le sujet qui fait le plus débat est surtout l'OAP sur
héritage et transformation. Alors, enfin, au fond, Paris, quand même, c'est une ville qui est constituée à 95%, ou sont presque, les gens disent souvent 100%, parce qu'en fait, les grandes réserves foncières et les grands chantiers sont faits la plupart du temps sur la couronne tout à fait externe, hein, au niveau entre maréchaux et périphériques, et puis elle se fait aussi sur les délaissés ferroviaires. Et, euh, et en fait, j'ai un paysagiste conseil qui me demande comment se raccorder, mais je ne sais pas comment lui envoyer le lien. Euh, Paris est une ville quasiment entièrement constituée, et donc la question de l'adaptation du bâti existant est un sujet. Et en fait, si on fait une coupe sur une rue parisienne, on va s'apercevoir que, euh, et quand on dit, voilà, est-ce que Paris s'adapte à moins 7 degrés ou à plus 50 degrés, il y a un document intéressant qui s'appelle Paris à 50 degrés. Il dit une chose assez intelligente, assez intéressante. Il dit, au fond, les, les, euh, les thermiciens, enfin, tout le travail qui a été fait jusqu'à la RE 2020, c'était plutôt pour le froid et pas tellement pour le chaud. C'est-à-dire qu'au fond, on s'est habitué à, vous vous souvenez des fameux calculs à moins 7 degrés Celsius dehors et plus 21 à l'intérieur, la RT 2012, etc. Au fond, toutes les grandes études qu'on faisait sur la thermique, c'était l'adaptation au froid. Comme si Paris, finalement, France est plutôt un pays du Nord, et donc la question du réchauffement climatique était une question relativement secondaire, enfin, en tout cas peu abordée jusqu'à un passé récent. Et en fait, si on fait une coupe sur une rue parisienne, on s'aperçoit qu'on a pratiquement tout faux en matière d'îlots de chaleur urbain. C'est-à-dire qu'on a des revêtements bitumés, on a un couvert végétal extrêmement pauvre, même si on a quelques grandes avenues plantées. On a des façades en pierre qui sont certes à forte inertie, mais à très mauvaise qualité d'isolation. On a des logements qui sont souvent des petits immeubles de rapport haussmanniens assez peu traversants, avec des petites typologies qui sont difficiles à ventiler. On a des toits en zinc qui sont des planchas. Enfin bref, on a finalement un patrimoine de la ville historique, même récent, extrêmement peu propice à l'augmentation à 50 degrés, et même sans atteindre 50 degrés. Et les confinements récents liés au Covid ont démontré quand même que habiter dans Paris, un petit immeuble dans les étages élevés, c'est une affaire quand même très, très, très compliquée. Donc, la ville de Paris travaille sur cette question et elle dit, au fond, voilà, dès lors que on prend en compte la qualité patrimoniale des immeubles, on pourra tenter de faire un travail assez approfondi sur l'isolation, sur la ventilation, sur la lutte contre la chaleur à l'intérieur des bâtiments, l'amélioration de la ventilation naturelle, etc. Ça. Et là, nous, on a un petit peu gêné par ce travail, parce qu'au fond, elle a l'air de dire qu'une fois qu'on a pris en compte le contexte, tout devient possible, l'installation de l'énergie renouvelable, les loggias, les balcons, les épaississements de façade, l'ITE, etc., etc. Et nous, il nous semble qu'il aurait été souhaitable quand même de distinguer un tout petit peu ce qui se passe dans le centre ancien, notamment le secteur haussmannien, et puis dans le quartier moderne. Parce que le zonage de Paris est quand même un peu compliqué, en fait, ou plutôt il est trop simple, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez une zone UG qui couvre l'ensemble de Paris, quasiment, hormis les PSMV et les zones dites UGSU, c'est-à-dire les zones UG de grands services urbains, mais qui sont très, très limitées. Il n'y a pas de zonage dans Paris. On n'a pas des zones UA, des zones UB. La zone UG couvre l'ensemble de Paris et donc, alors qu'il existe des quartiers modernes, Italie, Place des Fêtes, mais même tous les arrondissements de 10 à 20 ont une frange je dis moderne, je ne dis pas contemporain, hein, au fond, les dispositifs d'adaptation du bâti à ces questions du règlement climatique ne sont pas les mêmes sur le patrimoine moderne et sur le patrimoine ancien. Or là, la ville a tout rangé dans un grand sac à charge pour
des architectes des bâtiments de France, dont Mondon, je rappelle, qu'il couvre 90% de la surface parisienne avec les abords des 2000 bâtiments classés dans Paris, ont à charge de veiller à la bonne exécution et au respect des bâtiments. Ce qu'ils font d'ailleurs, parce que si vous remarquez par exemple la ceinture des HBM, ils ont fait un travail extrêmement fin avec Paris Habitat et la RVP pour éviter justement l'ITE sur les HBM qui ont souvent des qualités de matériaux, briques et de modénature de qualité. Et ils ont fait un travail assez fin de plan climat, enfin d'intervention maîtrisée sur ce patrimoine sans recourir à l'ITE. Donc, c'est ce travail qu'on voudrait, sur lequel on a attiré, nous, l'attention de la ville de Paris, à dire attention, il faudrait quand même être un peu plus distinctif de la qualité patrimoniale des bâtiments. C'est-à-dire, selon les époques, les recettes ne sont pas applicables partout et de la même façon. Volet battant, casquette, brise-soleil, loggia, épaisseur rapportée, ça ne s'applique pas partout. Ça s'applique pas partout. Alors, un autre sujet qui a fait débat, c'est l'OAP lien métropolitain. Alors, l'OAP lien métropolitain, il parle de la Seine comme un lien fédérateur UNESCO, bien évidemment, les bois qui font aussi connexion avec les communes limitrophes. Mais la grosse question, c'est le boulevard périphérique. Alors, le boulevard périphérique, il y a un projet de la PUR qui s'appelle les 60 portes. Vous avez vu aussi dans le cadre de Réinventer Paris beaucoup de projets qui étaient des immeubles ponts. Il y a le projet de Fujimoto là, sur la porte Maillot, mais il y a eu aussi porte de Montreuil, des projets d'immeubles ponts. Malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien, en tout cas, ils s'interrompent tous les uns après les autres. La question, effectivement, de Paris, c'est que euh, ce boulevard fait beaucoup plus coupure que suture et comment franchir cette fameuse ceinture dite verte, qui n'est, à mon avis, pas forcément une ceinture verte, mais enfin cet espace des anciennes fortifications, puis du boulevard périphérique, qui font une ceinture étanche avec, les communes alentours. Alors c'est vrai qu'il y a aussi une grande rupture typologique et morphologique entre Paris et de l'autre côté, mais les, les, les coupures sont fortes. Il y a deux sujets qui font débat avec l'État. Le premier, c'est la transformation progressive du boulevard périphérique qui est souhaitée par la ville de Paris, d'apaiser cette infrastructure de 2 fois 6 voies, cette autoroute urbaine qui tourne autour de Paris avec 2 fois 6 voies. C'est pas gagné parce que l'État là-dessus a une position un peu particulière, je trouve un peu rétrograde d'ailleurs, qui consiste à dire, mais attention, on a 6 autoroutes qui se jettent dedans et c'est un trafic international, national et régional. Et l'apaisement du périphérique, c'est pas pour demain. Et donc là, il y a un petit conflit un peu de vision entre. C'est vrai que euh, de même que l'autoroute du Sud se jetait Porte d'Aix à Marseille il n'y a encore pas longtemps, c'est vrai que c'est assez inconcevable de penser qu'on a des autoroutes qui se jettent pratiquement à Bercy, Porte de Bagnolet, et voilà, tout ça parce qu'on n'a pas de grand contournement parisien. Donc, on- il faut savoir quand même que le cabotage de porte à porte, c'est 30% du flux périphérique et 70%, c'est le grand transit, hein. C'est-à-dire que quand vous allez de Lille à Tours, vous passez par le boulevard périphérique parce que les grands contournements sont inexistants ou tellement saturés qu'ils ne sont pas praticables. Donc la question de franchir, euh, c'est apaiser l'infrastructure, c'est complexe parce que on a beau appeler les talus des forêts linéaires, c'est quand même des talus. On a des enquêtes publiques nous, de santé sur les abords du périph', c'est quand même assez inquiétant. On a un vrai problème d'apaisement de ces infrastructures, mais il faut aussi passer au-dessus et en dessous. Et là-dessus, la ville n'a pas forcément, nous semble-t-il, une politique très claire. C'est-à-dire qu'on voit la photo d'en bas, c'est la ZAC Claude Bernard. À mesure que la ville dit, alors qu'elle dit qu'elle va installer des liens transversaux, elle construit pratiquement partout des immeubles boucliers en ordre continu sur le boulevard. Donc là, on est côté Paris, hein, c'est l'arrière de la ZAC Claude Bernard. La grande stratégie entre Maréchaux et Périph', c'est de construire un premier. Au-dessus, vous avez
le plan directeur de la ZAC Piton du Vernois, porte de Bagnolet. Alors là, on est dans l'échangeur de l'A3. C'est de construire en gros un bouclier d'activité en premier rang sur le périph' et en deuxième rang derrière du logement. Mais il y a, nous semble-t-il, nous, un paradoxe entre d'un côté parler de ces liens métropolitains et puis de l'autre côté de construire ce bouclier en ordre quasiment continu. Voilà. Alors, autre sujet important, c'est les OAP sectoriels. Alors, vous avez la carte là, des différentes OAP. Alors, on sait où sont les grands chantiers parisiens. Les grands chantiers parisiens, c'est en gros ça continue à être encore les délaissés ferroviaires et les franges entre périphérique et maréchaux. Le gros chantier, c'est Paris Nord-Est, parce que vous avez en gros de l'hôpital Bichat jusqu'à Port-de-Pantin, vous avez successivement 7 ou 8 ZAC, hein, Gare des Mines, Chapelle Charbon, Chapelle Internationale, euh, Port de la Villette, etc., etc., selon le plan directeur qui avait été fait par François Leclerc. Et l'Est parisien, en dessous, c'est effectivement Bagnolet, Port de Montreuil, Bercy-Charenton, évidemment, Bédi-Houdinet, c'est de l'ANRU, et voilà. Et puis, l'héliport, c'est un terrain de l'État. Donc, voilà. Ces EOP sectorielles, alors, elles sont toutes sur la couronne. Et ça, alors vous avez même Saint-Vincent-de-Paul, hein, qui est l'îlot des grands voisins, qui a fait l'objet de. Il y en a d'autres qui ne sont pas tous notés. Il en apparaît que l'hôpital Fernand Vidal, Saint-Louis-la-Rivoisière. Enfin, il y a un certain nombre de sites qui vont encore muter, mais les grands sites sont là. Et ces grands sites, ils font quelquefois des débats, notamment, il y a eu un grand débat assez violent qui a d'ailleurs, il a été tellement rude ce débat qu'il influe aujourd'hui, vous allez voir, sur le plan des hauteurs. C'est le débat sur Bercy-Charenton, qui a fait l'objet d'un rejet très très brutal hein, de la part d'associations, parce qu'il y a des grands enjeux, il y a là, tel que c'était dessiné, la gare des frigos, là, qui est en instance de classement monument historique, un bâtiment absolument incroyable, où les trains rentraient à 2 étages pour conserver les frigorifiques, avait disparu, où on voyait émerger des tours, et ça a fait l'objet de grandes oppositions et de grands débats. Et aujourd'hui, voilà ce qui en ressort c'est que, et ça c'est je vous en ai mis qu'une pour vous épargner les autres, mais c'est le dessin de l'OAP. Et moi, je me suis beaucoup interrogé, mais pas que moi, c'est-à-dire, pourquoi les OAP sont-elles aussi muettes sur la programmation, sur la forme urbaine? C'est-à-dire que, alors, il y a un débat, y compris au sein du ministère, parce que certains considèrent qu'une OAP, comme elle est inscrite dans un PLU sur du temps long, si elle est trop formalisée, elle fige le projet urbain et au fond, on ne pourra pas ensuite revenir dessus, en faire la critique, etc. etc. Mais euh, le document que vous avez sous les yeux, c'est un document qui flèche uniquement des liaisons urbaines, des passages, des périmètres, mais on ne sait rien sur la programmation. C'est-à-dire qu'au fond, est-ce qu'on y fait du logement? Si oui, combien? Quelles sont les aménités urbaines qu'on veut y installer? Quels sont les équipements? On ne sait pas. Et quelle forme urbaine? Alors que finalement, c'est quand même le moment, me semble-t-il, l'OAP, où un débat, où un peu de démocratie pourrait avoir lieu sur la forme urbaine. La preuve, c'est que quand le projet de Baron-Leroy et de Bercy-Charenton a été dessiné, il a fait l'objet justement d'un débat. Donc, euh, moi, je considère qu'une OAP devrait dépasser ce niveau de définition et qu'il permette justement qu'on puisse réagir, les associations, les, les, les experts, les habitants puissent avoir engagé un débat sur la forme urbaine, sur la programmation. Et là, avec une OAP comme ça, moi, je ne sais pas où on va. Enfin, je trouve que c'est un document qui. Et ça, c'est le cas pour l'ensemble des 13 OAP sectorielles. C'est-à-dire qu'au fond, c'est à l'échelle suivante. C'est-à-dire, lorsque on passera à l'étude urbaine que ces définitions apparaîtront. Mais du coup, on a chanté
un point important qui est le débat public parce que l'étude urbaine, elle reste souvent un peu à l'intérieur je dirais, des cartons des spécialistes et elle est rarement opposable. Elle fait rarement l'objet d'une discussion. Donc, il y a tout un débat. Voilà, est-ce qu'une OAP doit être plus, euh, plus un outil de projet? Est-ce qu'elle doit être plus un outil de programmation? Moi, je pense que oui. Voilà. Euh, une des questions qu'on a posées à la ville de Paris dans le cadre de la vie de l'État. Je vais poursuivre encore un petit quart d'heure, puis je pense que ce serait bien qu'on puisse discuter, donc je reviendrai. Alors, juste quelques rappels quand même des points majeurs du PLU. Donc, je rappelle que d'abord, Paris est une ville donc constituée patrimoniale, 2000 monuments classés, 90% du territoire en abord monument historique, ce qui veut dire que, au fond, toute autorisation de construire est soumise à l'avis conforme. Euh, il y a une chose nouvelle aussi qui apparaît dans le PLU. Il y avait déjà ce qu'on appelle des PVP, c'est-à-dire des bâtiments qui ne sont pas classés monuments historiques. Alors, ce n'est pas non plus des labels ACR, ce sont des bâtiments considérés comme intéressants du point de vue architectural par la ville de Paris. Donc, c'est des PVP, c'est patrimoine ville de Paris. Il y a une augmentation énorme du fléchage de ces bâtiments dans Paris qui méritent, c'est-à-dire que ce sont des bâtiments qui alertent en cas de travaux, en cas de démolition ou en cas de rénovation lourde, font l'objet d'un suivi particulier. Et il y en a une liste énorme dans les documents du PLU, nouveau PLU, qui est un véritable travail d'inventaire qualitatif. Alors là, il y a là-dedans effectivement des bâtiments classés qui sont ACR, mais pas que. Il y a des bâtiments qui sont fléchés comme ayant un intérêt dans une situation urbaine, un angle de rue qualitatif, voilà, un épanelage. C'est un document très intéressant. L'autre point très important, on va arriver dans la règle maintenant, c'est-à-dire comment toutes ces OAP se traduisent en règles. Euh, la ville a rétréci l'épaisseur de la bande principale de construction de 20 mètres à 18 mètres. Alors pourquoi? Essentiellement pour essayer de favoriser les logements traversants. Parce que c'est aperçu qu'en fait, avec une épaisseur de façade à façade de 20 mètres, ça favorisait des logements en monorientation. Je ne suis pas certain qu'en la réduisant à 18, ça permette de favoriser J'ai peur que ça fasse des logements encore plus petits. Mais enfin, l'idée de la ville de Paris, c'est de dire, voilà, si on désépaissit la bande principale de construction à l'alignement, ça va permettre de favoriser des logements traversants. L'autre règle importante, c'est que si vous vous souvenez de l'ancien plan des hauteurs qui définissait notamment Clichy-Batignolles, mais pas que, les tours du haut, des vélums à 50 mètres dans le bas de l'avenue de France notamment, ou dans les grandes ZAC d'une quart nord-est, des vélums à 50 mètres, voire à 180 mètres pour les tours, ces vélums sont supprimés et ramenés à 37 mètres, c'est-à-dire l'ancien poste de 2007 pratiquement, hein, et 25 mètres. Donc, vous avez toute une nouvelle carte des secteurs, je vous en ai mis un extrait, avec les épanelages de hauteur. Donc, plus de 50 mètres, fini 50 mètres et fini les 180 mètres. Voilà. Après, sur le zonage, il y a très, très peu de modifications. Moi, ce que je regrette, c'est cette immense zone UG. Je pense qu'il serait plus intéressant de la sous-zoner. Après, vous retrouvez les GSU, les zones N, c'est les bois en gros, et UV, c'est aussi les protections autour des bois, et les deux PSMV qui échappent évidemment aux règles communes du PLU. Alors, la, la question de la cohérence architecturale, comment elle s'exprime dans la règle? Et en fait, ce qui nous semble un peu complexe, c'est qu'en fait, la ville se et c'est important parce que, en fond, Paris sert souvent d'exemple à d'autres villes, voire en France et peut-être même à l'étranger. Donc, en quoi ce PLU fait-il progresser la réflexion sur la forme urbaine? Euh, il y a beaucoup de règles, beaucoup d'articles qui nous renvoient finalement à ce qui serait un urbanisme négocié, c'est-à-dire qu'on dit par exemple que la bonne insertion urbaine et architecturale est renforcée. Donc, ok. Euh,
On va exprimer une architecture contemporaine et éviter le pastiche, notamment sur les extensions sur élévation. On va privilégier le biosourcé, et tout ça, c'est au titre de la cohérence de la séquence urbaine. Mais qui en apprécie la pertinence, on s'interroge. C'est-à-dire qu'au fond, alors on sait que 90% du territoire parisien est couvert par la vie conforme des architectes des bâtiments de France. On sait aussi que les architectes voyers, euh, qui ont été un temps un peu contournés, aujourd'hui reprennent un peu euh, leurs outils de conseil et d'appréciation des projets, mais on voit beaucoup de choses possibles et on s'interroge un peu sur la légalité et notamment tout ce qui peut exister comme recours à partir du moment où on rentre dans des considérations sur la bonne intégration. C'est le cas notamment pour les volumétries. On dit qu'on va appliquer les règles de hauteur et de volumétrie dès lors que on s'assure de la qualité de l'insertion urbaine. Euh, oui, mais ça, c'est les règles métriques, c'est pas une qualité urbaine, ça se juge en centimètres. Donc, on s'interroge, nous, quand même, sur la légalité de ces mesures. Et vous allez voir que sur la question des surélévations de l'existant, qui est un sujet important à Paris, ça fait débat. J'y reviendrai. Alors, les gabarits changent très peu. En gros, pour faire simple, hein, c'est les nouvelles règles. Je m'excuse, c'est un peu technique, mais bon, en gros, plus les voies sont étroites, plus on descend le gabarit. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu finalement que dans les voies de 10 mètres, le PLU actuel permettait des hauteurs qui étaient un peu compliquées en termes d'éclairement naturel. Sur les voies de 20 mètres, et ça s'inverse. Et évidemment, sur les voies larges, le vélum est augmenté de quasiment de 7 mètres, c'est-à-dire de plus de 2 étages. Donc ça, l'idée, c'est la correspondance au PLU bioclimatique, c'est aussi l'apport de lumière naturelle, optimiser la lumière naturelle dans les bâtiments. La grosse évolution de la règle, la voilà, elle est assez lisible avec ce schéma. En gros, à gauche, vous avez euh, ce que permet le gabarit actuel. Vous savez, on a beaucoup construit dans les cœurs d'îlots des continuités de bâtiments. Alors, vous avez à gauche, en haut, vous avez la bande de constructibilité, ce qu'on appelle la bande principale, hein, la bande principale sur l'alignement, qui est avec ses hauteurs. Et puis, le PLU permettait, au fond, dès lors qu'on respectait les limites par rapport les limites séparatives, permettait de densifier les cœurs d'îlots. Alors, ça avait deux inconvénients. Le premier, c'est qu'on crée quand même des logements. Moi, je me souviens d'une opération de Frédéric Borel là, dans rue Oberkampf, qui est une très belle opération, mais c'est extrêmement étouffant. C'est-à-dire que l'ancien poste, les anciens PLU permettaient vraiment des densifications extrêmes dans les cœurs d'îlots, avec des logements qui n'avaient pas toujours de la lumière naturelle suffisante et surtout qui dévorait complètement l'espace de pleine terre. On revient sur la question de la végétalisation que j'ai abordée au début. Donc la nouvelle règle, en fait, consiste à dire, voilà, on augmente plutôt le vélum sur rue, c'est-à-dire que sur les règles que je viens de vous montrer, c'est-à-dire que les voies larges permettent de monter jusqu'à 6 ou 7 mètres au-dessus de la situation actuelle du PLU ancien. En revanche, en cœur d'îlot, sauf adossement à des mitoyennetés existantes, on ne construit pas les cœurs d'îlots. Donc, ça permet de dégager au centre des espaces de pleine terre, sachant que là aussi, si vous voulez, on ne va pas rentrer dans ces détails, mais on verra dans les externalités positives, on encourage les maîtres d'ouvrage à ne plus construire de sous-sol, ou tout du moins de sous-sol pour des parkings, de sorte qu'on préserve, parce que si on plante, il faut de la terre. Et donc, la question aujourd'hui, c'est la question de la pleine terre, y compris dans les cœurs d'îlots, et surtout dans les cœurs d'îlots. Donc ça, c'est une règle majeure, parce qu'elle fait évoluer complètement la constructibilité à Paris. En gros, on renforce la constructibilité sur rue, et on dédensifie énormément la construction en cœur d'îlot, puisque le vélum, quoi qu'il en soit,
au-delà de la bande principale de construction est limitée à 15 mètres, quelle que soit la dimension de la parcelle. On a étudié, nous, un grand terrain, l'UFR STAPS de l'État dans le 15e. Il y a un immense terrain de sport derrière. Dès lors on a passé la constructibilité de ce site, elle est divisée de moitié par rapport à l'ancien PLU. C'est-à-dire que, en gros, une fois construit sur rue, le cœur d'îlot, pratiquement plus rien faire. Donc, c'est important parce que ça signifie quand même une dédensification par rapport au poste actuel, PLU actuel. L'autre sujet qui fait débat, notamment avec nos amis architectes des bâtiments de France, actuellement, sur la question des surélévations, le PLU actuel, il vous autorise une espèce de moyenne arithmétique quand vous avez des hauteurs différentes entre deux mitoyens. Il autorisait grosso modo la moyenne arithmétique, si j'ose dire, des deux hauteurs. Or là, pour favoriser l'extension sur la réhabilitation et la surélévation, le projet autorise la construction d'un niveau supplémentaire par rapport à la hauteur du voisin le plus haut. Ce qui veut dire que du coup, enfin, ça inquiète beaucoup les architectes des bâtiments de France parce que du coup, l'épannelage va être complètement erratique. Et donc, ceci s'est fait pour effectivement rentabiliser aussi les opérations de surélévation, mais ça pose quand même une question de cohérence de l'épannelage. Et un autre sujet aussi, c'est la ville encourage beaucoup la surélévation et notamment, elle autorise, il y a un article assez complexe qui dit qu'en gros, on peut déroger, on peut dépasser les hauteurs maximales. Je vous ai mis un petit immeuble R+2 de Belleville, mais cet immeuble, il joue un rôle assez important parce que par rapport au bâti haussmannien qui est derrière, il indique vraiment l'ambiance bellevilloise. C'est-à-dire que ça doit être l'avenue Parmentier qui coupe, je ne sais plus laquelle, enfin bon, bref. Mais voilà, il joue aussi un rôle de fanal et il a un rôle, enfin, cet immeuble de faible hauteur, il a un rôle pas que sentimental, on n'est pas dans le pays, dans le Paris d'Amélie Poulain, mais c'est aussi, ça a un sens aussi que tout ne soit pas réglé à R+6 ou R+7. Et donc, le dépassement du gabarit enveloppe et la surélévation de 3 mètres, notamment pour y installer des énergies renouvelables, en fait, ça amène une possibilité de surélévation importante euh, dans Paris, puisque ça peut atteindre 2 ou 3 niveaux lorsque on est à concurrence des voisinants, mais même au-delà. Et donc, euh, là aussi, le PLU indique, en fonction de la cohérence de la séquence urbaine, il sera possible de. Or, c'est complexe parce que non seulement ils jouent un rôle, ces immeubles, mais aussi pour les Parisiens, enfin, il y a un sentiment de surdensité dans Paris qui est un vrai sujet. C'est-à-dire que qu'on voit, si vous voulez, des surélévations apparaître dans Paris, ça veut dire qu'on rajoute des logements, qu'on rajoute des étages, et c'est quelque chose qui est quand même un vrai souci aussi de recevabilité du grand public. Un autre sujet qui nous a un peu interpellés, la ville a dit, mais au fond, euh, pourquoi construire un alignement? Alors, déjà, dans Paris, l'alignement, c'est une affaire très compliquée parce qu'il y a des rues. J'ai cité l'exemple ici de la rue, de la rue de Vaugirard, ou dans cette planche, parce qu'on travaille, nous, sur un projet sur la fac de Necker. Vous avez 5 alignements différents qui se sont constitués. Alors, les filets bleus, c'est l'alignement constitué, mais les filets mais en fait, si on reconstruit aujourd'hui, on est amené à respecter non pas les filets de l'alignement haussmannien, mais les filets de retrait. Donc, on voit ici la photo qui lui correspond. La cohérence de la séquence urbaine avec les retraits, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne si, dans le cadre de la création d'un nouveau quartier, où effectivement là, on dit, OK, par rapport à l'alignement sur rue, on installe en retraite. C'est le cas, par exemple, des grands lotissements. C'est un lotissement du Champ de Mars, où le principe des retraits, il est généralisé. C'est-à-dire qu'on a des rez-de-chaussée plantés avec des vrais retraits.
avec des vraies clôtures, la résidentialisation, des espaces verts, etc. Mais on n'a pas le cas par cas, c'est-à-dire le retrait, en fait, qui était un retrait fortuit ou un retrait de plan d'alignement obsolète, dans lequel on est venu s'installer entre deux mitoyens avec un retrait plus ou moins bien maîtrisé. Encore faut-il d'ailleurs que ce retrait soit annonciateur de pleine terre, mais autant cette règle nous paraît euh, intéressante pour les nouveaux quartiers ou à l'échelle d'un îlot ou a fortiori à l'échelle d'un nouveau quartier, autant elle peut être discutable au cas par cas. Parce qu'effectivement, ça contribue à cette espèce de déglingue des alignements qui est quand même un vrai sport parisien dans certains quartiers. Voilà. Après, le renforcement du végétal, bon, je vous en ai déjà un peu parlé, il y a tout un travail alors, qui va se négocier au cas par cas sur les grands espaces publics, parce que les grandes places parisiennes ne sont pas forcément toutes aménageables en espace vert. Après, effectivement, il y a tout un travail à la parcelle qui a été fait. Alors là, il faut vraiment rentrer dans le détail des cartographies sur. En fait, ils durcissent la règle des EVP. C'est-à-dire qu'autrefois, un espace vert protégé, on pouvait faire une sorte de troc. Hein, c'est-à-dire qu'on pouvait reconstituer de l'espace vert lorsqu'une opération d'urbanisme, par exemple, intervenait sur une parcelle où il y avait une partie en EVP, on pouvait, un peu comme le droit, on pouvait en fait reconstituer de l'EVP sur des espaces délaissés. Là, les espaces EVP sont sanctuarisés, c'est-à-dire qu'on ne peut plus intervenir en destruction. Par exemple, le cas de la pagode, cinéma La Pagode, où on a arraché tous les arbres du jardin pour installer des salles souterraines en recréant de l'EVP sur une arrière-cour. Ça, c'est plus possible. C'est-à-dire que du coup, tous les EVP parisiens sont sanctuarisés, ce qui pose quand même des problèmes, y compris pour les propriétaires de terrain, parce que, voilà. Alors, le dernier sujet que je voudrais aborder, c'est un sujet plus technique, mais qui concerne beaucoup les architectes. La ville euh, propose, même impose, euh, des performances techniques extrêmement importantes qui vont d'ailleurs au-delà de la RE 2020, notamment en termes de BBio, et notamment en termes de rapport E plus C-, enfin de rapport énergie-carbone, et notamment de confort d'été. Alors, ça pose plein de questions sur la programmation, parce que les meilleurs logements sont ceux qui se ventilent naturellement, et quand on fait du T2 mono-orienté, ben, on a beau avoir un bon coefficient de performance, c'est peut-être pas l'idéal. Mais en tout cas, nous, on est un peu inquiets sur la capacité à obtenir ces niveaux de performance qui sont très, 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 très ambitieux, et notamment de savoir comment on les contrôle. Et j'en viens au dernier point, qui est un vrai sujet, qui est la question des externalités positives. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'externalités positives? En fait, la ville de Paris part du constat que, mais vous êtes tous euh, convaincus, j'imagine, du sujet, un bon projet n'est pas forcément un projet réglementaire, et surtout un projet réglementaire ne fait pas forcément un bon projet. C'est-à-dire que Stéphane Grégoire, responsable élu de l'urbanisme à Paris, disait, bon, moi je signe tous les jours des permis de construire qui sont parfaitement réglementaires et qui pour autant ne sont pas du tout intéressants. Donc l'idée, c'était de dire au fond, est-ce qu'on ne peut pas encourager à Paris l'excellence constructive, c'est-à-dire qu'au fond, on donnerait un permis de construire à partir du moment où on est capable de scorer un certain nombre de critères euh, qualitatifs. Euh, alors, ça pose un petit problème de droit parce qu'on va un peu plus loin que le droit, justement, parce que euh, comment atteindre le score et comment en juger. Alors, la ville, en gros, l'idée, c'est que vous déposez un permis de construire, vous êtes un maître d'ouvrage, vous avez un excellent architecte comme maître d'œuvre et vous devez satisfaire à trois critères. Et si vous remportez si vous avez ces trois critères, vous obtenez votre permis. Alors, ils ont défini trois familles. Biodiversité, environnement, c'est-à-dire, est-ce que dans votre cœur d'îlot, alors on a vu
les épanelages et on a vu les règles de densité et de libération des sols. Est-ce que vous avez de l'espace de pleine terre? Là, vous scorez. Est-ce que vous avez des façades végétalisées? Est-ce que le contexte le permet? Est-ce que vous réutilisez les eaux de pluie? Ça va un peu avec la question des espaces libres de construction, parce qu'effectivement, la gestion des eaux à la parcelle, ça nécessite effectivement la- l'espace de pleine terre, la trame brune. Donc ça, c'est des critères qui sont relativement analysables, encore que la pertinence de la réutilisation des eaux de pluie, c'est un vrai sujet, c'est extrêmement difficile à contrôler. Le deuxième sujet, c'est la programmation, mixité sociale. Est-ce que vous allez au-delà des 20 ou 25% de LLS? Je rappelle que la ville de Paris quand même fait des efforts considérables hein, sur, le logement social et les équipements publics liés à la résidentialité, notamment les crèches, les services sociaux, etc. Enfin, il y a un vrai travail quand même. Hein. Atteindre 22,5% de logements sociaux dans Paris, c'est pas rien. Mais on peut aller au-delà. Et donc, là, vous pouvez gagner des points en offrant plus de logements. Alors, mixité sociale, c'est pas que du LLS, hein, c'est aussi de la typologie de logements, de grands logements, par exemple, qui manquent terriblement dans Paris. La diversité des fonctions urbaines et notamment l'animation des rez-de-chaussée. Alors là, bon, c'est de la réservation de surface à rez-de-chaussée, c'est-à-dire éviter d'y mettre des logements, mais plutôt des activités ou des commerces ou des services adaptés au logement coworking. C'est le cas, par exemple, de l'opération de Chapelle Internationale, vous savez, Small Hall, Soho, la Small Home, Small Office, où ils ont fait à la fois de la résidence d'artistes et de bureaux associés au logement. C'est des programmes qui sont assez novateurs, qui permettent effectivement de travailler sur place et d'avoir des rez-de-chaussée actifs. Et puis ensuite, les efficacités énergétiques et sobriété, c'est-à-dire performance énergétique du bâti, confort d'été et réduction de l'impact carbone. Nous, on a étudié ça avec des bureaux d'études. Euh, Aller à quelquefois à 10 ou 20% au-delà de la RE 2020, c'est très, très difficile. Mais surtout, si vous voulez, ce qui nous préoccupe, nous, c'est la question de l'instruction. C'est-à-dire, au fond, qui aujourd'hui, nous, on le sait en tant qu'architecte, ce qui est tout parfait à l'APS, l'est un peu moins à l'APD. Quand on arrive à la consultation d'entreprise, on a déjà un petit peu. Or, le permis de construire, il est en gros à la phase APD. Hein. Mais qu'est-ce qui se passe après? C'est-à-dire la réduction des ambitions et puis le, l'effort, enfin, l'efficacité réelle des mesures prises à la construction. Ce qui est évalué hein, dans les écoquartiers, par exemple sur Clichy-Batignolles, on a tout un cycle d'évaluation a posteriori, mais là, dans un permis de construire, nous, on a regardé ça avec les instructeurs, puisque l'État a encore instruit encore ses permis de construire. Nous, on a fait valider cette grille par les instructeurs. Ils disent, nous, on est incapable de vérifier la pertinence technique d'un E plus C moins en phase permis de construire. C'est-à-dire que c'est purement déclaratif. Donc là, on a interpellé la ville de Paris en disant faites attention parce que si vous conditionnez l'obtention d'un permis de construire à ces critères, mais que ces critères sont invérifiables, comme la réutilisation des eaux de pluie, la mixité sociale, parce qu'on ne sait pas qui va acheter, qui va vendre, ou la réduction ou les performances énergétiques qui sont affichées comme telles, hein, mais qui au réel ne sont pas atteintes, sans contrôle a posteriori, c'est purement déclaratif. Et puis ça pose une question effectivement de pertinence des services qui vont instruire tout ça. Voilà, donc on les a mis un peu en garde là-dessus. Et c'est là où le préfet conclut, j'en conclurai aussi maintenant pour vous laisser un peu la parole, qu'au fond, toutes ces mesures, ben, il faut les évaluer au contact des projets qui vont émerger, euh, sachant que on est beaucoup plus, bien évidemment, c'est la difficulté du PLU de Paris, sur une ville qui existe et qui va se transformer petit à petit avec une plage quand même des marges de manœuvre assez réduites quand même, et non pas une ville qui est en devenir et en construction. Voilà, merci et je voudrais que nous puissions échanger maintenant. Je vais. Merci Gérard, oui, merci pour cet exposé vraiment très très riche et intéressant. Je pense qu'il va susciter évidemment beaucoup
beaucoup de questions. J'en aurais peut-être juste une pour commencer. J'étais étonné de la décision qui me semble avoir été prise sur le contrôle des hauteurs de façon drastique. Est-ce que ça inclut d'éventuelles dérogations dans le cadre de justement de commissions d'analyse ou d'OAP ou de ZAC et qu'est-ce qui est à l'origine de de cette décision? Ah, je pense qu'il y a eu, enfin, le débat sur les tours a été a été très dur, enfin, et donc, le- dans l'ancien PLU, le Vélum était déjà enfin, le Vélum de 25-37, il était déjà en place. Et il y avait juste, en fait, quelques grandes ZAC, Clichy-Batignolles, par exemple, à 50 mètres. L'idée était que on pouvait augmenter la hauteur, et notamment au motif de la libération d'espace au sol. Et c'est le cas de Brunceau, c'est le cas de toutes les grandes ZAC de la couronne parisienne, sauf que on s'est aperçu qu'en dehors de Clichy-Batignolles, qui me semble être une vraie réussite, hein, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'au fond, et c'est bien ce qui a fait exploser le projet de Bercy-Charenton, c'est-à-dire que non seulement il y avait de la densité verticale, c'est-à-dire qu'il y avait des grandes hauteurs, mais il n'y avait pas d'espace. C'est-à-dire que si la grande hauteur permettait de libérer le sol, comme disait le Corbusier, why not? Sauf que ce n'était pas le cas. Donc aujourd'hui, la ville fait marche arrière là-dessus en disant attention, il faut quand même. Voilà. On avait fait un atelier à la préfecture avec François Gretter, qui était l'urbaniste en chef de Clichy-Batignolles. Il nous expliquait qu'au fond, vous avez vu quand même, il y a un parc de 15 hectares au centre. C'est un vrai succès quand même. Il y a un savoir-faire quand même à Paris. Il faut bien reconnaître quand même que les grandes ZAC, que ce soit Bercy, que ce soit Clichy-Batignolles, que ce soit la ZAC Saint-Charles avec Jean Citroën, il y a un savoir-faire autour d'un grand jardin. Mhm. C'est quand même plutôt pas mal. Et François Glatter disait, j'ai la même densité à Clichy-Batignolles que en gros à cause de 2,5 à peu près, que j'ai dans le Paris-Centre et que j'ai dans le quartier de l'Avenue de France. Mhm. Sauf que le vélo à 50 mètres me permet effectivement de libérer quand même beaucoup d'espace au sol. C'est-à-dire que, au fond, la charge foncière, voilà, elle est réduite. Les assiettes au sol des constructions sont réduites. Les entre-deux bâtiments sont beaucoup plus aérés que dans Masséna, le, le, Ports-en-Part, ouais. Ports-en-Parc, revu et corrigé. Enfin bon, c'est-à-dire que l'îlot ouvert de Ports-en-Parc, hein, ou prenons, si vous voulez aussi, d'autres exemples comme Billancourt, hein, enfin Seguin, hein, l'île Seguin, eh bien, ou même les autres ZAC, on a à densité comparable, on a un espace vert central de 15 hectares. Et donc, l'intérêt de cet épanage surélevé à 50 mètres, voire à 180 mètres, 180 mètres, c'était uniquement pour des bâtiments singuliers, hein, c'est-à-dire tour du haut, tour triangle, etc. etc. Mais ça fait un tel tollé dans la vulgate parisienne qu'au fond, la ville a décidé de ramener le Vélum à 37. Et oui, l'autre point que tu as abordé, mais peut-être plutôt de façon interrogative, c'était justement la question des commissions d'analyse de la pertinence urbaine et architecturale, qui semble peut-être justement le moyen de traiter ces cas particuliers. Est-ce que de ce côté-là, il y a des pistes ou c'est simplement un vœu pieux? Alors, lorsqu'on a fonctionné en groupe de travail, tant pour la note d'enjeu que pour l'avis de l'État, l'avis définitif, hein, qu'on a envoyé en septembre, on a beaucoup sollicité les architectes des bâtiments de France, en la personne de Frédéric Maziel, le responsable du service. Et ils ont beaucoup de mal, eux, à intervenir à cette échelle des documents d'urbanisme. Au fond, ils sont vraiment dans le cas par cas. Et je pense qu'ils ont toute l'intelligence et toute la culture qui leur permet d'analyser tout ça, mais ils considèrent, et à juste titre, que chaque cas est analysé finement. Que, euh, c'est le cas notamment de la transformation. Euh, Moi, j'ai vu encore il y a quelques jours des projets
dans le cadre du Fonds vert là, de rénovation de collèges à Paris. Il y a des cas où l'ITE est possible, il y a des cas où il est absolument impossible. Donc, bon, comment légiférer par le texte? Euh, quand un bâtiment de Louis Arech, avec une patte de verre impeccable, a traversé l'histoire de 1960 à aujourd'hui, et qu'on en mitoufle avec un ITE dessous, qui durera moins de 10 ans, qui est d'une fragilité d'ailleurs, parce que on sait ce que c'est une façade à rez-de-chaussée en ITE dans un collège. Hein. Bon, voilà, je dis que, bah, sauf qu'il y a des cas où c'est possible et puis il y a des cas où ça n'allait pas. Bon. Là, sur la constructibilité, on est, par exemple, dans le cas des surélévations, on dit, je ne vous ai pas tout dit parce que c'est un tel foisonnement de 3000 pages de texte qu'on peut lourd à digérer, mais euh, au prétexte peut installer des ENR sur le toit, alors on peut surélever de 3 mètres supplémentaires. Ah, bon, alors, mais est-ce que c'est vraiment pertinent les ENR? Est-ce que c'est vraiment performant? Qu'est-ce qu'on installe vraiment sur le toit? Donc, on est que dans. Et ça pose. La question que tu poses, qui est au fond celle d'un urbanisme un peu négocié, au fond, c'est qui est en capacité d'analyser finement la pertinence du projet. La pertinence architecturale, hein, en gros, c'est le couple Voyer-ABF, puisqu'en gros, 90% du territoire parisien est en avis conforme. Euh, L'architecte conseil de l'État quand c'est un permis État, mais il y en a peu. Et puis voilà, donc c'est vrai que ça pose question. Ça pose question. Peut-être essayer d'autres intervenants poser des questions, justement, si vous le souhaitez. Des visages qui sont apparus. Je ne sais pas si c'est avec des... Pierre a l'air de parler, mais il est sans micro. Pardon, je finissais de Oui. manger pour mettre la caméra parce que c'était un peu discourtois. Euh, Non, c'est passionnant cette présentation. Euh, Bon, moi, ça me pose des questions. Enfin, m'évoque des questions plus de l'ordre procédural que réglementaire sur ouais, la manière dont enfin, que soulève ce nouveau PLU sur comment finalement on analyse la conformité et on analyse le respect de ces règles, enfin, le respect des règles. Et, euh, et sur le mode procédural, c'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, on dépose un dossier, puis c'est analysé par des services, c'est disséqué par des services. On est sur un mode un peu consumériste, là. On pose le truc, puis on attend de voir ce que ça donne. Et il y a des pratiques plus vertueuses où les projets sont pas co-construits, mais en tout cas sont construits au fil de l'eau et au fil du projet surtout, pas un instant T permis de construire, mais tout au long de l'élaboration du projet, qui sont peut-être plus pertinentes, voilà, et peut-être plus pertinentes pour faire des règles complexes comme celle évoquée en fin de présentation là. Hmm. Euh, mais bon. Je pense au modèle suisse, là, où on dépose où on fait enfin, on dépose le permis plusieurs fois, finalement. Enfin, c'est pas vraiment un permis, on présente le projet de façon successive et on continue jusqu'à la fin de l'élaboration du projet, quoi. Jusqu'à la phase pro, voilà, on va présenter son pro au service. Oui, alors, là-dessus, il y a plusieurs commentaires. D'abord, c'est vrai aussi qu'en France, maintenant, on dépose le permis de construire de plus en plus tard. C'est-à-dire qu'au fond, ne serait-ce que pour que les attestations de BBO soient un peu pertinentes, c'est fini le permis de construire déposé à l'APS. Souvent, on le dépose de plus en plus tard. Et c'est vrai aussi qu'à Paris, dans la mesure où on est dans un contexte patrimonial quasiment partout, il y a des ateliers de concertation préalables avec les services instructeurs et les ABF, justement. Ils ont des revues de projet. C'est-à-dire que, parce que
les 3000 pages dont je viens de parler, il faut se les approprier. C'est une usine à gaz, hein. C'est-à-dire que déposer un permis de construire à Paris aujourd'hui, c'est compliqué, quoi. Ça devient, ne serait-ce que parce que, par les failles aussi que j'ai indiquées. C'est-à-dire qu'au fond, il y a quand même des possibles, genre, tiens, je peux faire un étage de plus, mais pas dans tous les cas. Donc, voilà. On est quand même un peu dans la négociation avec les filets de hauteur, les filets de retrait, les filets d'alignement. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui deviennent possibles, notamment au motif, quand je dis, voilà, le bonus de 3 mètres de surélévation supplémentaire pour installation de NR, l'énergie renouvelable, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on met sur le toit? La transformation des toits, c'est un sujet qui a d'ailleurs beaucoup préoccupé les ABF parce que la cinquième façade parisienne, c'est un gros sujet. On la travaille avec l'Atlas. Et c'est là où on leur dit, attention, il faudrait quand même un peu distinguer parce qu'encore une fois, un PLU de Paris, c'est quand même surtout un PLU de transformation et d'adaptation, c'est pas tellement un PLU de construction. Hmm. Voilà, les AC, on les connaît, elles ont leurs règles, elles ont presque leur propre PLU en quelque sorte. En revanche, lorsqu'on intervient dans l'existant, et c'est quasiment ce qui va se passer partout, y compris dans la transformation, la question des toitures, par exemple, où on leur a dit, mais attention, euh, on traite pas de la même façon les grands ensembles modernes avec des toits terrasses et puis les toitures en zinc ou en tuiles parisiennes. Donc, la surélévation pour ENR, quand c'est dans les tours d'Italie ou je sais pas où, enfin, ou à la Place des Fêtes, c'est pas tout à fait la même chose que quand on est dans le troisième arrondissement de Paris avec des toitures en zinc et des souches de cheminée, quoi. Donc, alors, tu me diras, à ce moment-là, il y a le PCMV qui fait le travail, mais pas que, tu vois. Donc, voilà. Ce qui est vrai, c'est que, alors, sauf à arriver jusqu'à ce que font les Suisses, mais en tout cas, le permis, lui, il est déposé de plus en plus tard, et il sera déposé de plus en plus tard, parce que, encore une fois, comme les déclarations de performance c'est purement déclaratif, ben, il faut bien que les études soient un peu avancées. Et d'autre part, il y a effectivement quand même ces commissions qui permettent aux porteurs de projets d'avancer un tout petit peu sans faire marche arrière à chaque fois. Hmm. Et ça fonctionne plutôt pas trop mal à Paris. C'est sûr. Ah, moi, j'ai pas trop l'expérience de permis parisien. Enfin, on va en déposer un là. On était à la DU ce matin justement pour un premier échange sur un projet de rénovation, hein, donc avec Ouais. voilà, avec des saillies sur la rue. Alors c'est là où on était un peu. Mhm. Et, mais bon, j'ai des amis qui le font régulièrement, qui m'en parlent. Ça, où on voit effectivement que c'est des sujets de négociation au long cours. Et, mais il y a quand même, voilà, il y a toujours la question du PC mode à la fin parce que les études, parce que le temps du dépôt du permis, c'est pas le temps forcément on dépose pas le permis à la fin d'un pro donc du coup, il y a toujours quand même des évolutions dans les études fil de l'eau Bien sûr. et, et c'est en ça que le projet au fil de l'eau enfin, ou disons, la concertation au fil de l'eau est plus pertinente parce que finalement, un projet, il évolue tout le temps. Et même en phase chantier, finalement, ça continue d'évoluer. On se retrouve à déposer un permis, un PC mode à la fin, enfin, un PC balai plutôt à la fin d'une Mhm. construction parce que, bah, il y a eu des évolutions encore en cours de route. Et c'est Tout à vrai que fait. et c'est vrai que dans un contexte réglementaire aussi complexe et aussi interprétatif, euh, ça crée du risque forcément parce que bah, la moindre évolution en phase chantier, on n'est pas sûr que l'interprétation sera toujours la même. Que... C'est l'observation qu'on a fait sur notamment les externalités positives, c'est qu'ils partent d'un principe quand même un peu compliqué parce que en fait, bon, n'importe ce score, cette obtention des trois médailles en quelque sorte, bon, c'est un peu compliqué, et surtout c'est très difficilement vérifiable. C'est-à-dire qu'effectivement, nous on le voit bien en tant que praticien, qu'architecte praticien, les résultats qu'on obtient in fine en construction. Alors encore une fois, dans le cadre des écoquartiers, il y a des contrôles a posteriori qui montrent quand même l'efficience réelle des constructions, hein. Le Hmm. nombre de kilowatts par mètre carré par an, on sait si on est à 50 kilowatts ou moins, etc. Mais bon, c'est assez complexe quand même. Ouais. Tu vois que Claire Agneau, notre paysagiste conseil, est là. Claire, si tu veux dire un mot, ce sera avec plaisir. Cécile Fridet a levé la main.
Alors, est-ce que Claire, tu veux parler avant ou je pose ma question? Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, ma question, c'était par rapport aux édifices qui sont pas MH et qui sont pas non plus ACR, mais qui sont PVP. PVP. Oui, c'est ça, Patrimoine Ville de Paris. Dans le PLU actuel, il y en avait déjà pas mal, en fait. Mm. Bon, tu nous as dit que la liste a été considérablement augmentée. Oui. Ma question, c'est pour ces bâtiments-là, qui ne sont pas donc soumis à des protections patrimoniales au sens strict, quelles sont enfin, comment s'appliquent les protections, à quoi est-ce qu'on peut se référer pour enfin, pour en tenir compte? Et est-ce qu'il y a une question de périmètre par rapport à ces PVP, comme il y en a pour les... Alors non, alors je ne suis pas complètement capable de répondre à ta question. Sur la question des périmètres, la réponse est non. Il n'y a pas de périmètre puisque c'est pas un édifice classé, si j'ai bien compris. Après, c'est pas non plus un édifice protégé. C'est un édifice sur lequel l'attention des instructeurs en cas de démolition ou de transformation lourde va être attirée, quoi. C'est pas c'est compliqué, ça n'a pas une vraie valeur juridique en fait, hein. C'est uniquement un signal d'intérêt, quoi. C'est une alerte par Ouais. rapport. Ça peut être un peu aussi par rapport au quartier environnant. Tu dis non, pas de périmètre, mais du coup, étant simplement une alerte, ça peut être un argument plutôt pour Bah, des... oui, alors tu vois la photo de Belleville que j'ai montrée là, l'immeuble d'angle, hein, qui est la trace finalement du vieux Belleville, etc., etc. C'est un immeuble qui peut être PVP au sens où il joue un rôle dans la séquence urbaine. C'est-à-dire que euh, de la même façon que dans un PSMV, tu as des constructions, tu sais, dans la classification des PSMV, tu avais immeuble majeur, immeuble sans grand intérêt, mais à valeur de cohérence. Il y a dans le fléchage des immeubles dans un PSMV, il y a des bâtiments qui, en soi, qui sont classés non pas pour leur intérêt particulier, mais pour l'intérêt qu'ils constituent dans la séquence urbaine. Là, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'effectivement, les PVP, c'est pas l'immeuble en question en plâtre de Belleville, la R+2, il a pas d'intérêt architectural particulier. Il a un intérêt de par sa position d'angle, d'ouverture de la rue, qui montre le passage du tissu haussmannien au tissu faubourien bellevillois, etc., etc. Et donc, l'intérêt, il est là. Ok, Il merci. n'est pas forcément intrinsèque. Oui, oui, tout à fait. Merci. Il y a d'autres questions? Bonjour. Bonjour Ça y Claire. est, ça y est, me voilà. Tu m'as pris de court, Gérard. Bonjour déjà. Et tu m'as pris de court parce que j'étais un petit peu en train de finir de manger. Voilà, on va dire. Donc c'était, comme disait le prédécesseur là tout à l'heure, c'était discourtois de me montrer à ce moment-là. Oui, j'ai bien suivi plein de choses. Euh, je peux peut-être juste repréciser quelque chose, c'est évidemment concernant la végétalisation. C'est ce qu'on avait déjà dit entre nous. C'est sûr que je ne vous dirai pas grand-chose sur la partie plus réglementaire. D'abord, je viens d'arriver à Paris. Donc déjà, je m'approprie les fameuses 3000 pages. Alors, enfin, il est même question que moi, je m'approprie les pages d'avant, puis les pages d'après, puisque on est d'accord que ce PLU n'est pas encore en vigueur. Donc, il faut faire cette transition-là. Donc, du coup, je ne parlerai pas de ça, mais plutôt de l'énorme l'énorme volet végétalisation qui se trouve dans ce PLUB, qui concerne en fait beaucoup les espaces publics, mais pas que, hein, Gérard l'a expliqué, dans les retraits, dans les externalités positives, il est beaucoup question de biodiversité, de pleine terre, etc. Et alors moi, j'ai envie de dire, je vais faire un peu expéditif, mais quand même, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affichage. Finalement, très peu de choses qui pourraient être euh, mesurées. Enfin, j'aurais un petit peu parlé de Paris, enfin, de la gestion des eaux pluviales. Alors, Paris pluie, moi, on m'avait dit, ah, tu vas arriver à Paris, tu vas voir, c'est génial. Il y a
une gestion des eaux pluviales qui est intéressante et ambitieuse. Et c'est pas le cas du tout, mais enfin, franchement, je maintiens. Et la DRI avec moi que on aurait un intérêt à Paris d'améliorer ce volet. Alors, il paraît que c'est en cours, hein, que ça se fait un peu en parallèle du PLUB. Donc ça, et puis cette végétalisation, alors à la fois, bah, c'est vrai que en tant que paysagiste, je ne suis pas pour le greenwashing parce que je sais bien ce que ça veut dire. Et donc là, malheureusement, on n'est pas loin de ça à certains endroits. Et donc, on va se retrouver donc à devoir finalement faire des toitures végétalisées un petit peu partout sans qu'elles soient pérenne, hein, voilà, hein, pour tout ce problème de qui entretient, etc. Et puis, la toiture végétalisée, ma foi, si c'est juste du sédum sur support mince, excusez-moi, mais il n'y a pas un intérêt majeur à le faire, hein, on est d'accord. C'est-à-dire voilà, il y a finalement plein de choses qui pourraient être grandement améliorées et donc qui sont plutôt énoncées là comme voilà, c'est des bonnes intentions. Moi, je demande à voir la suite, hein. Et alors, j'ai eu en plus, on va dire, un mauvais exemple. Alors, c'est au titre du fonds vert, donc autant vous dire tout de suite que l'État a subventionné, puisque on est vraiment en plein fonds vert et qu'on n'avait pas, comment on peut dire, on n'avait pas assez d'arguments pour dire non. Alors, c'est la place de Catalogne. Donc, la place de Catalogne est en train de devenir une forêt urbaine. Alors, forêt urbaine, donc au titre de la biodiversité, tout le monde applaudit des deux mains, mais bon, c'est pareil, ça reste à prouver demain. On va dire que c'est quand même un îlot au milieu de nulle part. Tout le monde sait que la biodiversité, elle se fait avec des continuités. Donc, quelles seront les continuités là? Pour l'instant, on ne sait pas grand-chose là-dessus. Mais surtout, le centre de cette place était donc une fontaine, hein. Alors, moi, je ne l'ai pas connue. Alors, je ne sais pas si vous voyez où c'est, cette place de Catalogne, c'est Beaufil, hein, voilà, près de Voilà. Montparnasse, hein. Ouais. Et donc, on la creuse, hein, entièrement pour euh, faire de la terre végétale et des arbres dessus. Et la question de l'usage n'est pas posée. Et on sait que de toute façon, dès la plantation, elle sera close par des vraies clôtures. Alors, la raison en est, il faut que les arbres poussent. Là, on va dire ça, c'est une bonne raison, hein. Tant qu'à faire de mettre des arbres autant qu'ils poussent, hein. Mais là, le dossier est tourné de telle manière qu'on se dit que ça sera clos ad vitam aeternam. Voilà, moi je pose la question de voilà, l'usage, la végétalisation, oui, pour certaines raisons, mais dans un cas comme ça, euh, c'est quand même du dogmatisme. Voilà. Il y a d'autres exemples, hein, mais je vais m'arrêter là, parce que celui-là, il était vraiment probant. Et puis, il se trouve que celui-là, je le connais puisque j'ai pu travailler dessus. Mais bon, voilà un petit peu. Enfin, il y a plein de choses intéressantes hein, dans ce PLUB, mais voilà, certainement, les évaluations vont être compliquées. Et puis, il y a beaucoup d'affichage, donc à voir, à suivre, à faire à suivre. Peut-être juste une question par rapport à ces toitures végétales. Il n'y a pas de règle justement sur la hauteur de pleine terre demandée euh, dans ce cas. Alors, Il y a une il y a une... préconisation. Ouais. Il y a une préconisation sur les constructions neuves. Sur les constructions neuves, il y a une préconisation d'épaisseur de terre importante, oui. Euh, Au motif justement que la pérennité des plantations est justifiée par une épaisseur de terre, on parle de 20 à 30 cm, voilà. Mais enfin, il y a différents cas qui sont abordés, effectivement. Hmm. Oui, oui, juste, je complète. Donc déjà, pleine terre est bien définie. Du coup, il n'y a pas de pleine terre s'il y a des ouvrages en dessous. Alors, à Paris, ça devient un petit peu compliqué parce que parfois, il y a le métro qui est en dessous. Il est certes très en dessous parfois, mais voilà. Donc, déjà, c'est vrai que cette notion de pleine terre, elle peut être. Enfin, il faut bien la saisir. Il faudrait avoir des plans de sous-sol, hein. Ça, à Paris, ça serait très intéressant. Et puis, il n'y a pas de préconisation
on va dire, directe en obligation d'épaisseur de terre, mais il y a donc une espèce d'appréciation, plutôt le fait que ça soit végétalisé et, euh, est suffisant en quelque sorte, et plutôt quand même quantitatif. Hmm. Hein, il n'y a pas de choses qui seraient qualitatives. Ce qui serait super, mais je pense alors, assez complexe en fait. Hein, parce que le qualitatif, quand il concerne par exemple des terrasses, des toitures terrasses végétalisées, il comprend cette notion de gestion qui est finalement quelque chose sur lequel on bute toujours dans ce domaine, puisque alors, vous faites par exemple un très très beau jardin avec allez, même 1 mètre de terre en toiture, hein, pourquoi pas, ça existe. Mais si vous l'arrosez pas pendant une canicule, vous n'avez pas un système performant de gestion de l'eau, il peut entièrement crever, hein, on est bien d'accord. Hein. Donc voilà, il y a tout cet aspect de gestion qui fait que on pourrait même imaginer que on compte dans ces externalités positives un projet sur le papier incroyablement euh, bon pour la biodiversité, à coup de plein de choses, de genre abri, pour le nichage, enfin, etc. Enfin, vous connaissez tout ça. Et qu'il ne se passe rien du tout in fine. Alors, donc ça, c'est une vraie question qu'on, pour l'instant, on ne sait pas résoudre. Enfin, là, pour le coup, il n'y a pas que Paris, hein, mais à partir du moment où on veut afficher de la biodiversité, de la végétalisation, comment on s'assure de la pérennité, je pense que c'est un sujet vraiment important. Hmm. Je- Merci. J'avais une question sur parce que j'ai déjà eu une présentation là du PLU B à l'occasion des assises du bâtiment, des assises juridiques du BTP auxquelles j'ai assisté, où j'entendais ces acteurs du BTP là s'inquiéter du coût de toutes ces mesures et de toutes ces règles et du coup voilà, de la faisabilité finalement économique de toutes ces opérations. Et moi, je me disais que la réflexion que je me faisais, c'était que finalement, c'était peut-être pas si mal si ça rendait non viable des opérations, que ça nous ferait construire un peu moins et que du coup, ça nous ferait nous rapprocher un peu plus de l'accord de Paris, à construire moins. Mais est-ce que c'est des réflexions qui ont eu lieu, qui ont eu cours sur le coût, le coût pendant à toutes ces règles urbaines? Bah, oui, alors, j'ai évoqué un peu la question, notamment sur la règle SPE, SPH, c'est-à-dire la- la- dans les secteurs en fort déficit de logement, l'obligation pour les promoteurs de réaliser au moins 10% de surface de logement dans les immeubles d'activité, voire de ne pas réaliser d'immeubles d'activité si l'antériorité était en logement. Très clairement, ça pose question. Parce que les promoteurs de tertiaire, par exemple, après un mouvement un peu de stand-by pendant le Covid, aujourd'hui sont de retour. Paris n'est pas un marché national, c'est un marché mondial. Donc, notamment les investisseurs étrangers ne comprennent pas, quoi. Ils comprennent pas. D'autant que la ville de Paris, mais c'est bien compréhensible, hein, alterne ce discours, la ville monde, la ville attractive, la ville siège de toutes les grandes sociétés internationales. Et de l'autre côté, de la ville inclusive qui fait son travail sur la loi SRU et qui fait les. Bon. Mais cette jonglerie avec les deux sujets est complexe à gérer dans Paris, hein, parce que voilà, on n'a pas les prix au mètre carré de Londres, mais enfin, on n'est pas loin, quoi. Et donc, la ville porte quand même, je ne l'ai pas évoqué, mais beaucoup d'opérations en BRS et favorise des modes alternatifs d'habitat participatif et autres, notamment dans les OEP sectoriels là, dont j'ai parlé, hein, mais pas que Saint-Vincent-de-Paul avec les grands voisins, mais d'autres quartiers. Mais on se retrouve finalement, et Paola Vigano, elle aborde bien cette question en disant attention, la mixité sociale, c'est pas d'un côté du logement social locatif et puis de l'autre côté des investisseurs étrangers qui achètent à 15 000 euros ou 20 000 euros du mètre carré. Il faut trouver justement des solutions intermédiaires et donc monter des opérations abordables, quel que soit le sujet. Donc là, ça devient évidemment très, très, très compliqué.
Voilà. Si en plus on rajoute ces scores qui alourdissent le coût de construction, mais aujourd'hui, bon, la RE 2020, il faut y passer, de toute façon, on est dedans, mais aller plus loin que la RE 2020, ça suppose des dispositifs, parce que l'énergie positive, par exemple, on sait très bien ce qu'elle coûte, hein. Passer d'un bâtiment à faible consommation énergétique à un bâtiment à énergie positive, c'est rajouter du matériel qui n'est généralement pas gratuit, du photovoltaïque, des ENR performants, etc., etc. Voilà. Le gros chantier, c'est la loi climat et résilience sur l'existant. Le tertiaire, favoriser aussi, alors je n'ai pas évoqué, mais favoriser et nous on le fait beaucoup avec le patrimoine de l'État, la transformation de tertiaire en habitat. Et la ville encourage aussi la construction neuve. Enfin, ça fait partie de tous ces projets. C'est intéressant à décrypter. Je ne vais pas tout dire, mais la réversibilité des programmes. C'est-à-dire, effectivement, attention quand on met que 2,50 m sous plafond, on n'y fait que du logement. Et inversement, si on fait du tertiaire, voilà, est-ce qu'on est capable de transformer en logement sans grande transformation? Euh, Par exemple, pour vous donner une idée, avec la mission de réalisation du foncier public de l'État, on a énormément des impôts qui appartiennent à l'État, qui sont transformés aujourd'hui en logements, donc qui sont cédés par l'État à la ville de Paris. On s'aperçoit qu'il y a des immeubles extrêmement faciles à transformer, y compris des immeubles modernes de bureaux, hein, et on a de beaux exemples dans Paris et en région parisienne de transformation. Ça fait les riches heures des revues d'archi d'ailleurs, hein, maintenant, euh, transformation de bureaux en logement. Puis il y en a d'autres où c'est impossible, quoi, parce que les hauteurs sous plafond sont énormes, parce que les épaisseurs de façade à façade sont incohérentes. Voilà. Donc, cette question de la réversibilité et notamment la réduction de la bande de constructibilité à 18 mètres, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent beaucoup à cette question de la réversibilité. Mais l'enjeu économique est énorme, effectivement. Et le PLU va se heurter à des seuils de rentabilité, effectivement, promoteurs, ça c'est sûr. Ça a déjà été soulevé, la règle là, de 10% de construction de logements dans les opérations tertiaires, ça a été très, très discuté, notamment par le MEDEF, pour ne pas le nommer, qui dit, mais attendez, comment on atteindra la rentabilité sur nos opérations si on doit en plus créer des logements à l'intérieur de nos opérations. Voilà, donc c'est la ville. C'est pour ça que je crois que, encore une fois, le préfet a bien raison de dire, attention à l'évaluation. Allez-y doucement et puis voyez comment ça marche. Et puis une mesure, si elle s'avère pas gérable, eh ben, on peut la changer. C'est ça aussi l'urbanisme négocié normalement. On n'a plus de questions? Euh, Moi, je peux en poser une, peut-être. Bonjour Dominique. Bonjour Gérard. Voilà, je me disais que c'était bien ces zones brunes là qu'on avait répertoriées dans Paris pour avoir la position de la pleine terre, parce qu'effectivement, l'arbre, surtout l'arbre de première grandeur, comme platane, micocoulier, même des élantes ou des magnolias grandiflora, des tilleuls, fournissent énormément de frondaisons, de feuillage qui absorbent le CO2. Et c'est beaucoup plus rentable que, bien sûr, le sédum sur des toitures végétalisées ou même la végétation sur façade qui est très chère d'entretien. Et l'arbre, évidemment, c'est l'aboutissement du monde végétal. Et il faudrait aussi pouvoir le planter à bonne distance des façades pour ne pas avoir ce travail de taille qu'on voit dans Paris, parce que les arbres ont été plantés parfois à 3 mètres. Bon, ils sont très hauts, finalement, ils s'accommodent des façades, mais dans les constructions neuves, autant se tenir un peu à l'écart pour que la frondaison, elle atteigne ses 10 mètres de diamètre. Et alors, je me demandais aussi, dans tous ces arbres rideaux qui font partie du patrimoine à Versailles ou au Chênay, enfin, c'est plus Paris, mais à Paris, il y a quand même des allées qui sont taillées comme ça en rideaux. Euh, pour l'écologie, c'est une hérésie parce qu'on supprime la moitié du feuillage qui pourrait absorber le CO2 et puis faire plus d'ombre pour les piétons ou sur les bâtiments. Cette
cette taille qui est patrimoniale, est-ce qu'elle peut être remise en question? Je sais pas. Non, ce qui est sûr, c'est que, encore une fois, il y a le PLU pour la construction, où là, effectivement, les mesures dont tu parles, elles peuvent être prises. C'est-à-dire qu'effectivement, les alignements, les retraits, les épaisseurs et surtout la pleine terre. Je ne sais pas trop ce qui se passe, mais je crois que au Solidéo, là, aux Jeux Olympiques, ils ont fait très attention à ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement alors on est au-delà de Paris, mais sur ces grands chantiers, il y a vraiment des espaces de pleine terre importants pour les arbres. C'est vrai qu'à Paris, quand tu fais Claire évoquait l'idée de faire un plan de sous-sol, c'est chargé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des endroits où tu n'as pas 1 centimètre carré de pleine terre, quoi, si tu veux. Entre les tranchées de réseau, les transports, les sous-stations, c'est, Michel Desvignes a fait une carte justement de certains secteurs sur lesquels il doit travailler. Il n'arrive pas à trouver 3 mètres carrés de terre, de pleine terre pour planter un arbre. Et effectivement, sinon, c'est de la végétation. Alors, la ville, elle prescrit ça. Elle dit, par exemple, la végétation en façade, de préférence ancrée en pleine terre. Ah Mais oui, bon, ben, les conditions qu'on en est. oui, bien sûr. Précise quand même des évolutions importantes. Par exemple, souvenez-vous qu'il n'y a pas encore longtemps, un bon poste ou un bon PLU, c'était 2 parkings par logement. Après, ça a été 1 parking par logement. Et à Paris, aujourd'hui, c'est 0. C'est-à-dire que si tu as 0 parking, tu scores. Ah oui, Et tu scores aussi si tu ne fais pas d'infrastructure en sous-sol. C'est-à-dire que, au-delà du fait que tu maintiens de la terre, de la pleine terre, tu ne crées pas de carbone, enfin, tu ne mets pas d'énergie grise dans le sous-sol. ah oui, ah Alors bon, je ne sais pas trop où on mettra les fondations, les sous-stations, mais quand même, il y a quand même une... Mais aujourd'hui, c'est un élément oui. de positif dans le nouveau PLU que de ne pas construire en sous-sol. Ah oui, intéressant, oui. La difficulté, c'est que voilà, c'est principalement le PLU d'une ville constituée, quoi. C'est ça qui est complexe. Oui. Oui, du coup, bonjour Dominique, je Bonjour vais Claire. juste te dire, en fait, on n'a pas tant que ça d'arbres taillés à Paris. Ah bon? Un peu, à certains endroits précis, historiques, on va dire. Mm. Mais il y a beaucoup, beaucoup de formes libres, hein, et notamment les platanes, hein, on a tous en tête les platanes du bord de Seine. On a là, effectivement, un patrimoine arboré quand même important et intéressant. Mais complètement d'accord avec toi sur le fait qu'il vaut mieux, en effet, à ce moment-là, planter des arbres de grande taille et d'avoir un rafraîchissement par ce biais-là que d'essayer d'en mettre un peu partout. Sinon que, bon, voilà, on est dans des situations très contraintes, hein. Voilà. À Marseille aussi, hein, j'ai des rues comme la rue Saint-Pierre, très étroite, avec des immeubles médiévaux. On ne peut même pas mettre une plante grimpante avec de l'arrosage parce que ça risque de faire écrouler les sous-sols, les caves. Et donc, on me demande de végétaliser les façades. Bon, avec des jardinières très étroites parce qu'il n'y a pas la place et haute, l'accord des habitants, c'est très complexe dans ces quartiers fermés, quoi. Mhm. Ouais, j'entends bien. Mm. Bon, il y a la mer, quand même. Et le Mistral, oui. Juste petite une question à Gérard à propos des retraits de façade dont tu as dit à un moment qu'ils étaient maintenus dans certaines rues euh, comme extension du sol du rez-de-chaussée. Il semble étonnant qu'il n'y ait pas de solution un peu intermédiaire qui permette une volumétrie avec un apanage plus complexe, avec éventuellement en limitant une construction dans ces creux à R+1, R+2, pour justement retrouver différentes échelles, plutôt que de produire ces Oui, retraits. alors, je pense qu'il y a une intention derrière tout ça, qui est que le retrait d'alignement, il part du principe que, et c'est vrai, j'ai parlé de la rue d'Ormois, là, dans le 15e, euh, il y a eu,
c'est le cas notamment dans le 15e arrondissement, des grandes résidences qui ont été construites avec des retraits d'alignement assez importants. Et Hmm. ces retraits d'alignement sont des vrais petits jardins, quelquefois résidentialisés pour pas trop créer de problèmes dans l'occupation des socles, Hmm. et qui sont plutôt sympas. Oui, dans le Euh, 15e. Ouais, sauf que quand il s'agit de retraits successifs séquencés comme ça d'alignement, c'est souvent des espaces négligés, pas, plus ou moins clôturés, pas très intéressants. Et donc, autant cette règle-là me paraît possible, au fond, dans des actes ou dans des ensembles importants où là, on a une maîtrise de la frontalité. On construit un front reculé par rapport à un alignement et là, on fait un rez-de-chaussée jardiné, why not? Autant quand c'est vraiment la parcelle entre deux mitoyens, ça devient un peu compliqué, quoi. Et Hmm. Paris, malheureusement, subit je ne sais combien de plans d'alignement. On le voit bien avec des retraits dans tous les sens, avec des arrachements de mitoyens qui semblent en attente d'un futur, et c'est pas très évident. Donc là encore, c'est une règle qui me paraît tout à fait vertueuse dans en construction, j'allais dire, à grande échelle. Elle me paraît un peu plus difficile à adopter sur l'existant. Hmm. L'idée étant que là aussi, on recrée de l'espace de pleine terre justement au pied d'immeubles, notamment pour la végétation en façade. Hmm. Oui, de la vraie pleine terre, dans ce cas. Exact. Et du coup, sans réseau, ça c'est très important. Et sans réseau. Voilà. Mais l'air de rien, hein, cette histoire des retraits, c'est un vrai sujet, parce que c'est aussi une vraie interface public-privé qui pourrait, justement, si on veut aller dans le sens de rafraîchir la ville, avoir un vrai rôle, mais à condition que le privé s'en sente responsable en quelque sorte. C'est ce que dit Gérard, c'est que à certains endroits, le jardinette devant, il est à pleurer, quoi. C'est vraiment ni fait ni à faire. Donc, c'est déjà dégradant en termes d'image, mais en plus, ça n'a pas de rôle ni rafraîchissant, ni quoi. Donc, Mm. bah, il y a aussi cet aspect-là, je pense, d'interface public-privé qui peut avoir un intérêt Mm. dans ce cas-là. Bien. S'il n'y a pas d'autres questions. Ah, si, Je pourrais, si vous le souhaitez, mettre à votre disposition, enfin, je demanderai au préfet, préfecture si c'est possible, la note d'enjeu et le PLU, le document. Je pense mhm. qu'il est public. Donc, si ça intéresse les architectes conseils, je vais essayer de voir avec le secrétariat des architectes conseils si je peux vous le mettre en lien, si s'il est considéré comme public et accessible. Et là, il y a quand même beaucoup. Ce sont deux documents qui font chacun une soixantaine de pages. Il y a quand même de la matière. D'accord. Très volontiers, oui. Je Voilà. vois Puis je Lionel. rappelle que donc tout est en open source, c'est-à-dire que vous allez sur le site nouveau PLU Ville de Paris. Alors il y a un onglet nouveau PLU bioclimatique, et là vous avez un accès libre à tous les règlements, toutes les planches, toutes les OAP. Enfin voilà, c'est très 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 libre d'accès, euh, même si aujourd'hui ça va démarrer en enquête publique quand même en début d'année, et la publication sera à la fin de l'été prochain. Hmm. Donc, on est encore dans la phase de validation Urbi et Torbi. Très bien. Merci. Je vois Lionel Orsi qui a mis sa caméra. Est-ce que c'est pour faire une petite intervention? Non, non, c'était pour remercier. Ah, Merci, merci Gérard. Et c'est Claire, c'est ça? oui, C'est bien ça? clair. Oui, Claire, oui, pour cette présentation, c'était vraiment passionnant. Et, euh, et non, j'ai beaucoup aimé la remarque qui a été faite sur la place de Catalogne, euh, sur cette question de l'usage de la ville, en fait, qui est, je crois, une vraie question à l'aune de la grande révolution et reconstruction du XXIe siècle, là. Et voilà, c'est un sujet, je crois, est crucial. Mais il n'est pas d'ordre réglementaire, justement.
Ouais, c'est peut-être justement le lien entre la réglementation et la pratique de l'espace public. Ouais, ouais, Et oui, tout à moi, fait. ça me faisait penser aussi un peu à ce que tu as dit genre, au début à propos des interfaces Paris-banlieue, euh, sur cette idée de est-ce qu'il faut une cavalcade, enfin disons chevaucher le périphérique pour créer du lien. Je ne suis pas tout à fait sûr que ce soit forcément la solution. Ça peut être justement dans le traitement de l'espace public Mm. que se trouvent les possibilités. Bon, enfin. Si on doit conclure, je dirais juste un petit mot. Ce travail, on l'a fait avec Émilie Carme et son successeur aujourd'hui, François Belbezet, à l'UD 75. Et donc, c'est une mini DDT en quelque sorte, hein, chez le préfet. On a des relations très directes avec les différents services, le logement, et avec les préfets. Et vraiment, c'est des gens formidables. Voilà. Je sais que les situations des architectes conseils sont quelquefois contrastées, qu'ils ont une difficulté souvent à travailler avec les villes importantes, hein, dans les départements urbains. Moi, j'ai pas le choix parce qu'à Paris, il n'y a qu'une ville de toute façon, donc je suis bien obligé. Mais voilà, il y a un savoir-faire, il y a un appétit, il y a une compétence qui est assez exceptionnelle. Euh, et, et moi, j'ai vraiment eu plaisir à les aider avec le peu de moyens que j'avais à rédiger un avis, quoi. Et le préfet a bien suivi quand même tous ces avis, et ce qui prouve quand même que le travail qu'on fait, ben, ça sert un peu à quelque chose, et puis on a vraiment des relations super avec les administrations qui nous accueillent, quoi. Je crois que c'est vraiment important. Voilà. Ça, c'est très intéressant, d'autant que moi, ça permet d'embrayer avec une question un peu plus générale. On doit normalement organiser dans le courant de l'année une réunion de toutes les DDT pour justement promouvoir un peu le travail réalisé par les conseils paysagistes et architectes. Et ce serait peut-être justement très intéressant d'avoir ta contribution dans ce cadre-là, d'autant qu'effectivement le lien avec les préfets en général est un peu ténu. Distendu. Voilà. Et ça pourrait être très, très favorable. En tout cas, on te remercie beaucoup, enfin, on vous remercie beaucoup pour cette présentation. Et C'est surtout Gérard. Mais non, mais non. Bon C'est Noël à tous, bonne fête. Oui. Bonne fête, Bonne fête à tous. Bonne fête. Bravo les architectes Merci. conseils. Merci beaucoup. merci à toi. Beaucoup, Merci, ouais. merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.